Je suis Jean-Pierre Terrail, je suis sociologue, j'enseigne à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et depuis plusieurs années je m'intéresse aux questions de l'éducation. L'institution scolaire émerge dans l'histoire humaine en même temps qu'est inventé un système d'écriture. En Mésopotamie, il y a quelques 5000 ans, et pendant l'essentiel de cette période historique, l'accès à l'école a été réservé à une petite minorité de spécialistes de la culture lettrée, spécialistes qui s'appropriaient la manipulation des systèmes d'écriture et qui s'appropriaient les savoirs qui ont été développés sur la base de cette pratique de l'écriture. Dans une période très récente, disons au long du XIXe siècle, se met progressivement en place ce qu'on pourrait appeler l'école de masse, dont le dispositif en France est marqué par l'école de Jules Ferry, donc dans les années 1880, et dispositif qui est caractérisé par l'existence de deux réseaux de scolarisation entre lesquels il y a très peu de communication, celui de l'enseignement primaire qui est constitué essentiellement de l'école communale et qui permet à une petite minorité des meilleurs élèves d'accéder à l'enseignement primaire supérieur. Et puis par ailleurs, pour d'autres élèves, il y a le système des lycées qui commence en réalité au CP, au moment des apprentissages élémentaires, et qui est le seul à déboucher via le bac, les universités ou les grandes écoles sur les positions de responsabilité économique, sociale, culturelle, politique les plus importantes. Entre ces deux réseaux, pas de communication. On peut dire que dans ce dispositif qui a prévalu tout le long de la Troisième République, tous ceux qui on sort de l'école dans laquelle on est entré. La question donc est de savoir à quelle école on a accès. C'est ce dispositif qui se défait dans l'après-guerre, et notamment à partir du moment où se met en place ce qu'on appelle aujourd'hui l'école unique, de la réforme Berthoin de 1959 à la mise en place du collège unique par René Haby en 1975. Et désormais, il n'y a plus qu'une école, et la question n'est plus de savoir soit d'accéder à l'école, soit de savoir à quelle école on accède, mais la question est de savoir, puisque tout le monde entre à la même école, la question est de savoir comment on sort de cette école. École qui offre à tout le monde les mêmes programmes, des enseignements tout à fait en principe comparables, des enseignants qui sont formés de la même façon. École unique donc qui se présente comme tout à fait la même pour tous. Les parcours au sein de cette école unique sont organisés en filières, donc on peut dire d'une certaine façon que la mise en place de l'école unique est un processus de substitution des anciens réseaux étanches aux anciens réseaux étanches d'un système de filières, et l'accès à ces filières étant commandé par un dispositif interne à l'école d'évaluation des performances des élèves et d'orientation vers telle ou telle filière qui se fait en fonction de ces évaluations. L'école unique, donc, donnerait à tous les publics qu'elle accueille les mêmes chances de réussir, et l'affectation à une filière ou à une autre, ces filières étant bien sûr inégalement valorisées, celle de l'enseignement professionnel, celle de l'enseignement technologique, celle de l'enseignement général, l'affectation à l'une ou l'autre de ces filières se faisant théoriquement en fonction exclusivement des aptitudes. Cela fait maintenant 4 décennies qu'en France ce système est en place. Quels sont les résultats qu'il a produits? Est-ce qu'il a vraiment assuré l'égalité des chances à tous? En réalité, c'est très loin d'être le cas.
Ce système a permis une élévation très sensible, même on peut dire massive, du niveau moyen de scolarisation. En 1945, il y avait en France 4% de bacheliers par cohorte, par génération. Aujourd'hui, nous en avons plus de 60%. Donc on peut quasiment parler de véritable révolution culturelle. Pour autant, les écarts, en fonction de l'origine sociale, des chances de réaliser les meilleurs parcours n'ont absolument pas varié depuis les années 50 et 60. Pour donner simplement un exemple, les entrants en sixième en 1962, quand le père était cadre, ont été 55% à obtenir un bac. Quand le père était ouvrier, ont été 11%. Les écarts étaient donc tout à fait considérables au moment de la mise en place de l'école unique. Parmi les élèves qui ont fait leur scolarité dans les années 90, l'obtention du bac a été le fait de 23% des enfants d'ouvriers, donc une élévation, un doublement des chances pour les jeunes d'origine populaire de devenir bacheliers et d'accéder ensuite à l'université. Mais ces mêmes bacs d'enseignement généraux ont été obtenus par 72% des enfants de cadre. On voit que des années 60 aux années 90, l'écart entre les chances selon le milieu social n'a pas varié, il a même augmenté puisqu'il était de 43 points dans les années 60, pour les années 90, il est de 49 points. Et tout le monde étant dans la même école, ces écarts aujourd'hui, bien entendu, ne peuvent plus être ignorés. Mais ce qui est frappant, c'est d'observer que chaque fois que l'école s'est ouverte à de nouveaux publics, très rapidement ont été mises en place des filières de dérivation vers les voies courtes. Et je pense bien sûr au développement de l'enseignement professionnel court dans les années 60, à la mise en place à la fin de ces années 60 des filières et des bacs technologiques. Je pense également au fait que lorsque Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation nationale, a lancé le mot d'ordre de 80% d'une génération au niveau du bac, en même temps a été mise en place une filière prolongeant l'enseignement professionnel jusqu'à un nouveau type de bac, les bacs professionnels. Et l'on constate avec le recul aujourd'hui que de fait, la plus grande partie des nouveaux publics qui accédaient à des niveaux supérieurs d'enseignement ont été de fait absorbés par ces voies courtes. Autrement dit, l'histoire de ces 40 ans d'école unique est une histoire à la fois d'élévation du niveau moyen de scolarisation et d'absorption de nouveaux publics et de dérivation de ces nouveaux publics de façon à leur éviter l'accès au maximum aux filières et aux parcours les plus nobles. Cette dérivation, elle se fait par la médiation des décisions d'orientation qui sont prises à la fin de la troisième pour l'enseignement professionnel, à la fin de la seconde pour l'enseignement technologique. Mais en réalité, on s'aperçoit que ces décisions d'orientation tendent à résumer la totalité du parcours antérieur des élèves. Si des élèves ont redoublé au cours de leur parcours antérieur, ils sont plus âgés que la moyenne et par conséquent, les études statistiques montrent qu'il leur faudra une note plus élevée pour pouvoir néanmoins continuer leur parcours dans l'enseignement général. Un redoublement dans le primaire ou au collège est un élément qui favorise l'orientation ultérieure des élèves vers les voies courtes. De la même façon, l'affectation vers des classes d'enseignement spécialisées produit a fortiori ce même type d'effet. Les élèves qui font leur parcours ou une partie de leur parcours dans l'enseignement spécialisé ont quasiment toutes les chances d'être orientés vers les voies courtes. Il arrive aussi que l'on
n'envoie les enfants en difficulté, qu'on les fasse passer sans les faire redoubler ou sans les envoyer dans l'enseignement spécialisé. C'est une pratique de plus en plus courante, puisqu'arrive en troisième aujourd'hui, sans quasiment avoir redoublé, des élèves dont le niveau d'appropriation de la culture écrite reste très faible, mais ces élèves vont être concentrés dans des classes de niveau de faible valeur, et ils auront toute chance, là aussi, d'être orientés vers les voies courtes. On peut dire en ce sens qu'en réalité, le processus de sélection et d'orientation des élèves se fait tout au long du parcours scolaire, bien avant l'orientation officielle, et notamment en tout début de parcours, quand les élèves, au début des apprentissages élémentaires, rencontrent des difficultés intellectuelles, leur affectation vers des classes d'enseignement spécialisé, le fait qu'ils soient condamnés à redoubler ou qu'ils soient orientés vers des classes normales, mais que tout le monde sait être des classes faibles, les prédestinent à une orientation future vers des voies et des parcours dévalorisés du système éducatif. À cet égard, on peut dire que expliquer les inégalités scolaires, c'est comprendre comment s'opèrent ces affectations précoces à ces sortes de préfilières d'orientation que sont le redoublement, l'enseignement spécialisé ou l'envoi dans les classes les plus faibles. Il y a une première compréhension possible de cette difficulté plus grande des enfants d'origine populaire à s'approprier les apprentissages et à réussir les apprentissages scolaires. Première compréhension possible qui relève d'une logique apparemment imparable, puisque l'école est la même pour tous. Ceux qui ne réussissent pas disposent nécessairement de ressources intellectuelles et culturelles moindres que les autres et insuffisantes. C'était là la logique qui animait la compréhension commune des inégalités scolaires dans les années 60, puisque, au sens où l'on disait que ceux qui ne réussissaient pas bien étaient moins doués que les autres, disposaient donc d'un capital d'intelligence, d'un capital génétique moins performant que les autres. La critique de cette théorie des dons a été développée dans les mêmes années 60 par un certain nombre de chercheurs, et notamment à travers les travaux de Bourdieu, de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, qui ont montré que ceux qui ne réussissaient pas, en réalité, ce n'étaient pas les moins doués, mais c'était ceux qui n'héritaient pas du même capital culturel au sein de leur famille que les autres. Cette évolution du regard porté sur les inégalités scolaires a été appropriée à son tour par le sens commun, et aujourd'hui, de fait, s'agissant de comprendre les inégalités scolaires, on parle beaucoup moins des ressources de type biologique que des ressources inhérentes et transmises par le milieu social d'appartenance. Ce serait parce que le milieu dans lequel ils baignent leur transmet moins de connaissances, des usages langagiers plus pauvres, que les enfants d'origine populaire réussiraient moins à l'école. C'est ce qu'on appelle la théorie du handicap socioculturel. Cette théorie du handicap socioculturel, je crois personnellement qu'il convient de la remettre assez radicalement en cause. J'observerai tout d'abord qu'elle dit deux choses, cette théorie. Elle dit d'une part que les élèves nés dans les milieux favorisés, dans lesquels les adultes ont été eux-mêmes longuement scolarisés, disposent d'un avantage relatif sur les autres. Sous cette première acception, cette thèse du handicap socioculturel me paraît tout à fait acceptable. Mais en réalité, ce n'est pas pour dire cela qu'on y fait référence. On l'utilise dans une seconde acception. La thèse du handicap socioculturel justifierait l'échec massif chez les jeunes d'origine populaire. Cela voudrait dire qu'une partie des jeunes qui arrivent à l'école ne sont pas vraiment éducables.
Or, c'est ce avec quoi je voudrais, il me semble qu'il faut marquer un désaccord tout à fait net. Quand ils arrivent à l'école, tous les jeunes parlent, tous les jeunes sont dans le langage. Or, l'analyse des performances intellectuelles que transmet, ou des ressources intellectuelles que transmettent les pratiques du langage oral, montre qu'en réalité, à partir du moment où l'on parle, on accède à des capacités de raisonnement logique, à des capacités d'abstraction qui sont ce dont l'école a besoin pour introduire normalement les jeunes dans les savoirs scolaires et dans les savoirs de la culture lettrée. Autrement dit, l'on ne peut pas expliquer l'échec des jeunes d'origine populaire par référence au milieu social, à la pauvreté économique et même à la pauvreté, à la supposée pauvreté culturelle dans laquelle ils passent leur enfance. Puisque l'on ne peut pas comprendre les inégalités scolaires en regardant seulement ce qui se passe du côté des élèves et des familles et des différences culturelles entre eux, il faut tourner son regard vers les fonctionnements de l'institution scolaire elle-même. Et je crois qu'à cet égard, il faut incriminer la double méconnaissance qui structure les conceptions pédagogiques qui sont aujourd'hui dominantes dans ce fonctionnement de l'institution scolaire et qui anime les pratiques d'enseignement. Première de ces méconnaissances, celle qui tend à rabattre le raisonnement intellectuel, les processus intellectuels sur les conditions de l'existence sociale. La thèse du handicap socio-culturel nous dit que, en quelque sorte, quand on a un père chômeur, on raisonne moins bien. Or, c'est une affirmation qui est absolument insoutenable du point de vue scientifique. Seconde méconnaissance, c'est l'idée que pour que les enfants réussissent à l'école, il faut contourner en quelque sorte la difficulté intellectuelle et que pour favoriser les apprentissages, pour les rendre plus faciles, il faut contextualiser les savoirs, il faut les rendre plus concrets, il faut gommer ce qu'ils ont leurs aspérités, gommer ce qu'ils ont de plus abstrait, et on réussirait ainsi mieux à faciliter l'entrée dans les savoirs. Or, je crois, pour ma part, au contraire, que cette idée n'aide en aucune façon les jeunes à affronter la difficulté intellectuelle. Au contraire, elle tend à les cantonner dans le concret et dans les connaissances contextualisées, alors que le rôle de l'école est complètement différent. Je pense que l'entrée dans la culture écrite n'est pas ce qu'en pense est autre chose que ce qu'en pensent les enseignants. Pour les enseignants, il s'agit de transmettre simplement des connaissances orthographiques, ça, par exemple en matière d'apprentissage de la langue et de maîtrise de la langue écrite. On apprend à lire, à écrire, on pense qu'on transmet un certain nombre de techniques, qu'on apprend et de connaissances, qu'on apprend l'orthographe, qu'on apprend la grammaire. En réalité, ce qui se joue, c'est une rupture. Pour l'enfant, c'est une rupture beaucoup plus importante qu'une simple extension de ses connaissances. L'entrée dans la culture écrite, c'est le passage d'un rapport au langage qui est un rapport de pratique du langage à un rapport de réflexion sur le langage. Et cette mise à distance du langage qu'impose l'apprentissage de la grammaire, qu'impose tout simplement l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, cette mise à distance est quelque chose de très compliqué. Cette objectivation du langage qu'opère l'écriture et qu'il faut savoir opérer si l'on veut rentrer dans les savoirs de l'écrit est quelque chose de difficile qui suscite une réelle difficulté chez les enfants. Or, les enseignants n'ont pas
les instituteurs n'ont pas vraiment conscience de la nature de cette difficulté. Eux-mêmes l'ont surmontée il y a bien longtemps, n'ayant pas conscience de la nature de cette difficulté, ils n'ont pas conscience de ce qui se joue chez les enfants. Ils voient bien que c'est difficile, et au lieu de mettre en œuvre les moyens qui permettraient aux enfants d'accomplir cette sorte de révolution culturelle personnelle, ils emploient des moyens détournés, ils développent une pédagogie du concret qui est très peu appropriée aux exigences de la situation. L'échec massif des élèves d'origine populaire s'explique par le jeu conjugué. J'insiste sur le conjugué, il convient de ne pas isoler chacun de ces facteurs. Le jeu conjugué donc de 3 catégories de facteurs. La première d'entre elles, c'est la plus connue, c'est celle qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure être acceptable, à mon sens, dans la thèse du handicap socio-culturel, à savoir les enfants d'origine populaire vivent dans un milieu culturel et bénéficient d'un soutien familial qui sont moins favorables qui les préparent moins bien à répondre aux exigences de l'école. La deuxième catégorie de facteurs, c'est celle qui tient aux pratiques pédagogiques, aux pratiques d'enseignement et aux conceptions pédagogiques qui sont mises en œuvre par l'école et qui rendent très difficile aux élèves la possibilité de s'approprier, dans le cadre même de la classe, et non pas dans leur milieu familial, dans le cadre même de la classe, la compréhension des savoirs qu'on cherche à leur transmettre. Et ce que j'incrimine là, c'est ce que j'évoquais il y a un instant, et que je pourrais désigner sous le nom de pédagogie du concret, c'est-à-dire cette pédagogie qui cherche à ruser avec la difficulté intellectuelle et qui, au fond, finit par cantonner les enfants dans les savoirs qui leur sont familiers, alors que le rôle de l'école, précisément, c'est non pas de les arracher à ces savoirs familiers, mais de les introduire dans une position réflexive vis-à-vis de ces savoirs familiers. Et enfin, la troisième catégorie de facteurs, c'est celle qui relève des préjugés sociaux des enseignants qui présument que les élèves d'origine populaire ont moins de capacité à réussir à l'école et qui donc, dès la survenue des difficultés scolaires, seront beaucoup plus rapides à affecter les élèves d'origine populaire aux préfilières d'orientation, au redoublement, à l'enseignement spécialisé que les autres élèves. Or, ces orientations précoces des élèves qui peuvent se faire dès la fin du CP, des élèves d'origine populaire les condamnent sans appel pour la suite de leur scolarité. Je pense par exemple au fait que ce qui avait été mis en évidence dès les années 1970 par Baudelot et Establé, à savoir que selon qu'on redouble ou pas le CP, les chances d'obtenir un bac, les chances ultérieures d'obtenir un bac varient de 1 à 10. Ces observations restent complètement tout à fait valables aujourd'hui. Un enfant d'origine populaire qui rate son entrée dans les apprentissages élémentaires est un enfant dont l'avenir scolaire est joué.